Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes le lundi 19 septembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage, l'Utopie. Voilà, c'est une réunion de plusieurs textes présentés par Frédéric Rouvillois et c'est dans la collection Corpus de chez Flammarion. Et alors, donc, en fait, ça réunit un petit peu les grands philosophes, les écrivains qui ont travaillé sur des sortes, des propositions de monde alternatif, on va dire, à celui que nous connaissons. Le but, c'était de tenter, à mon sens, c'était de tenter soit d'éveiller les consciences, soit de dire qu'un autre monde est possible, en fait. Voilà. Ou alors de prévenir l'humanité en disant, voilà, où on risque d'aller si on continue dans ce sens-là, si on continue à perdre des libertés, etc. Ou, voilà, peu importe. Et donc, ça me permet en fait de pouvoir exprimer des idées qui sont relatives au travail que je développe sur la mécanique universelle. Et c'est un travail qui s'intéresse à essayer de démontrer que le but de l'humanité, la finalité, ou un des buts tout au moins, c'est un peu comme ça que je le présente, c'est d'atteindre le bonheur absolu. Voilà, la perfection, le bonheur absolu tel que le concevaient, à mon sens, les Grecs. Alors, quand même, je dois avertir que je n'ai pas une connaissance littéraire et philosophique et théologique bien approfondie. C'est très très intuitif, ma façon de penser. Donc, il peut y avoir des erreurs d'interprétation, etc. Parce que j'ai pas une lecture profonde des textes, c'est plus une ambiance qui m'intéresse. C'est plus, voilà, quand je lis, j'ai lu par exemple il y a quelques années en arrière le banquet de Platon, je ne pourrais pas me rappeler de la logique de ce livre ou des textes, des, des propositions particulières. Je vais me rappeler simplement de ce que propose Diotime, parce que c'est ce qui m'intéresse par rapport au travail que j'essaie d'expliquer sur mécaniqueuniverselle.net. Et donc, j'ai compris globalement, par exemple, pour prendre cet exemple-là, j'ai compris que c'est la montée progressive vers un amour absolu, vers un amour total, où on pourrait dire, voilà, extatique. C'est comme ça que moi je le présente, en partant de l'amour ordinaire que nous partageons avec nos frères animaux, nos frères primates, et voilà, jusqu'à cet amour-là. Mais bien souvent, je peux faire des erreurs d'interprétation, etc. Voilà, donc il est important d'avoir votre libre arbitre et d'autre part de contester ce que je dis si vous trouvez que c'est injuste. N'hésitez pas à écrire des commentaires ou voilà pour exprimer votre point de vue. Voilà, ça me permet d'avancer un peu, et puis de préciser, s'il y a des erreurs, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Alors,
Donc, les premières vidéos, ça a été sur Fourier. Voilà. Et là, j'ai envie de prendre à la fin ce qu'ils appellent le vadémécum sur cet ouvrage. C'est une sorte de glossaire. Et je voudrais commenter cette partie-là, qui s'appelle l'âge d'or. Voilà. Qui essaie d'expliquer ce que c'est. Je pense que c'est ça. Alors, comme vous le savez si vous suivez ces vidéos, je découvre en même temps que je lis les textes. Donc ça me permet d'être un peu neutre là-dessus. Mais par contre, ça empêche de la précision et peut-être une façon de m'exprimer plus limpide, etc. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai choisi cette façon. Alors, je vais commencer à lire, et puis voilà, s'il me viennent des idées, je les dirai. L'âge d'or. Il existe deux versions, non seulement distinctes, mais en partie contraires, du thème de l'âge d'or. Une version originale, apparue dès l'Antiquité, et une version moderne, qui n'est formulée explicitement qu'à partir du XVIIIe siècle. La première, commune à de nombreuses civilisations anciennes, trouve ses expressions classiques en Grèce, Hésiode, les travaux et les jours, et sa dénomination dans la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ, en particulier chez Horace, Temps aureum, Épode, Ovide, Métamorphose, et Virgile, Georgique. Dans ce sens, le terme désigne le tout premier âge de l'humanité, caractérisé par la paix, l'absence totale de conflits, l'abondance d'une nature ordonnée, comme un jardin, et le règne bienveillant de la justice. Alors voilà, je prends la main. Donc, en fait, sur la mécanique universelle, j'avais déjà été confronté à cette idée d'âge d'or. Voilà, un système cyclique. J'ai compris globalement ce que ça voulait dire à mon sens, c'est-à-dire que on part et c'est un petit peu, même si c'est chez les Grecs qu'on retrouve cette pensée, mais pour moi, ça caractérise plus aujourd'hui le monde, la philosophie, la spiritualité de l'Asie par rapport à la spiritualité qu'on peut dire occidentale, qui englobe la mère, qui est le judaïsme, et ses deux filles, le christianisme, l'islam. Et de l'autre côté, la mère des philosophies asiatiques, l'hindouisme, et ses deux filles, le bouddhisme, le zen, voilà, on pourrait dire un petit peu comme ça. Alors, je ne sais pas si ça englobe aussi le taoïsme, voilà, les autres spiritualités de l'Asie, etc. Mais bon, voilà, je schématise, c'est toujours très très schématique, ma façon d'interpréter les choses, c'est comme ça. Et en fait, je cherchais, en avançant dans le développement de cette théorie que j'ai imaginée en 1999, fin 1999, c'est-à-dire en octobre 1999, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'était la phrase première de cette théorie. Je commençais par ultime perfection est venue plus tard. C'était l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, l'amour absolu, voilà, à l'origine. Mais en travaillant, j'ai compris que c'était l'ultime perfection parce que l'humanité, selon moi, est toujours parfaite au présent,
tout en étant perfectible. Voilà, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre un peu mieux cela. Et donc, pour moi, il y avait quelque chose de très uni en fait. C'était deux façons de voir les choses. La façon cyclique, qui part donc d'une sorte comme de paix, d'âge de paix, d'absence totale de conflit, donc de perfection. Voilà, la société est parfaite et progressivement, dans le système asiatique, elle se dégrade jusqu'à arriver à la corruption totale. Et à partir de là, elle repart dans la perfection, et etc., etc. Et c'est cyclique. De la même manière, en Occident, c'est l'humanité et vient de la corruption, on pourrait dire, pour les religions occidentales, et va vers l'apocalypse, vers la perfection, vers le royaume de Dieu sur terre. Et Dieu, si Dieu c'est l'amour absolu, donc c'est le royaume de l'amour absolu qui s'impose sur Terre. Donc c'est le même développement, sauf que d'un côté c'est cyclique et de l'autre c'est linéaire. Mais le but pour nous, il est le même. Bon, si c'est cyclique, on le verra à la fin, une fois qu'on aura atteint cette ultime perfection. Je ne sais pas combien de temps on reste dans cette perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on va là-bas? Tout ça, c'est quelque chose dont on ne peut même pas présager. Donc, ça me paraît inutile de... Alors oui, quand on soulève ces questions-là, on a envie notre cerveau va inspecter un petit peu ce qui peut se passer dans cet état de perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas, si on arrive à la paix, à une sorte d'extase, de monde extatique et contemplatif qui ne peut plus agir, qui n'a plus de pulsion, qui n'a plus... Est-ce que c'est pas la mort, tout simplement, ou l'achèvement de l'humanité? Est-ce que dans cet état-là, ça fait passer l'ensemble de l'humanité dans une autre dimension? Qui sait? Voilà, on peut tout imaginer à partir de là, et voilà, chacun peut se faire ses idées. Moi, j'y plonge de temps en temps quand j'y suis obligé d'une certaine façon, mais enfin, c'est pas ce qui m'occupe. La logique, c'est pour ce chemin, pour moi, va vers cette ultime perfection. Pourquoi? Peu importe, je ne sais pas. C'est un autre besoin de lecture qui est important, mais qui n'est pas... Voilà. Et donc, voilà. Donc là, selon l'âge d'or, selon le système cyclique, là, dans ce sens, le terme désigne le tout premier âge de l'humanité, l'âge d'or, caractérisé par la paix, l'absence totale de conflit, l'abondance d'une nature ordonnée comme un jardin. Et il y a plein de parallèles, quoi, hein, le jardin, l'Éden, etc. On le retrouve dans les religions occidentales. Et de toute manière, il y avait une pénétration très forte de ces deux mondes. Je pense que l'Occident, les Grecs, ont été en interaction avec l'Inde avant les premiers Grecs et même certainement avant les premiers philosophes grecs, avant Pythagore, avant Thalès, etc. Il y a eu des interactions. Et c'est pourquoi, dans les mythes, par exemple, moi j'interprète cela comme ça, mais dans les mythes, l'idée du cyclope, eh bien, c'est une sorte de géant avec un œil au centre. Eh ben, c'est des petits Grecs qui sont courageux comme on les connaît, hein, et navigateurs et voyageurs, qui sont partis jusqu'aux confins de l'Inde et qui ont regardé ces hindous là
qui avait déjà l'idée de ce troisième œil, qui se mettait déjà une pastille colorée entre les deux yeux, et ils les ont peut-être observés derrière la forêt de peur, et effectivement, les hindous étaient beaucoup plus grands qu'eux, ils devaient sans doute les ramener comme ça. Et ça a peut-être donné naissance à cette légende. Voilà. Bon, bref. En tout cas, je pense que ces interactions étaient extrêmement présentes, fécondes, riches. Voilà. Et donc, je continue la lecture. À cet âge de plénitude harmonieuse ont succédé l'âge d'argent, l'âge d'airain et enfin tout au fond, l'actuel âge de fer, où domine la guerre, la misère et l'injustice. Voilà. Alors, si on est dans cet âge de fer, et ça me paraît tout à fait cohérent avec ça. Et il ne faut pas croire que les intuitions spirituelles, ce sont des choses qu'on peut voir comme des élucubrations ou des absurdités. Il y a très certainement quelque chose de puissant, comme il y a quelque chose de puissant dans les mythes. Ceux qui ont imaginé le mythe d'Oedipe, c'est plus que grandiose. Ceux qui ont imaginé l'idée d'un dieu unique, etc., c'est plus que grandiose. C'est pas des petites... voilà, on peut... Notre monde, là, qui se base que sur les apparences et qui ne croit que ce qu'il voit, me semble extrêmement réduit au niveau de son état d'esprit. Et donc, si on accepte l'idée que nous sommes dans un âge de fer, l'âge de la guerre, de la misère et de l'injustice, et c'est ce que nous voyons, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Alors oui, on pourrait croire que ça va empirer, etc., mais l'histoire de l'humanité montre que ça n'a jamais été le cas. Malgré tout, l'humanité finit toujours par sortir de ces moments de régression. Comme elle est sortie de la guerre, elle est sortie, voilà. Je pense que les Occidentaux, les humains qui vivaient en 1942, 40, 41, 42, devaient se dire, mais bon, on sortira jamais de ce chaos, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Voilà. Et finalement, l'humanité finit toujours par vaincre le mal, le transcende et améliore derrière l'humanité encore plus et plus vite. Voilà. Donc, selon moi, c'est irrépressible. L'humanité ne peut pas ne pas aller vers cette ultime perfection, la paix universelle, la justice, le bonheur, pas l'opulence justement, la fin de l'opulence, mais le bien pour tous. Voilà, tous les êtres humains ont ce qu'il leur faut pour vivre et pour vivre heureux. Voilà. Donc, voilà, à mon sens, c'est le sens. Je continue. La thématique initiale de l'âge d'or est donc étroitement liée à celle de la décadence irrémédiable d'une humanité définitivement déchue de son bonheur natif et dont l'histoire tout entière est celle d'un éloignement croissant de l'idéal, l'état présent apparaissant comme l'exact inverse des splendeurs passées. C'est d'ailleurs cette dimension pessimiste qui lui a valu d'être reprise jusqu'à nos jours sur un mode mythique ou rhétorique par un certain nombre de doctrines contestataires. La version moderne du thème de l'âge d'or opère un renversement d'un tout autre genre. Selon elle, l'âge d'or n'est plus derrière, aboli à jamais et simple objet de regret, mais devant nous,
situé dans un avenir d'autant plus proche que l'humanité y travaillera avec plus d'ardeur. Mais c'est hallucinant. C'est exactement ce sur quoi je travaille. Et voilà. Et donc, je dis que l'humanité, maintenant, et peut-être peut commencer, bientôt, là, ça va arriver, à travailler consciemment à cette évolution qu'elle produit de façon inconsciente. On y va de façon intuitive, inconsciente, sans savoir qu'on va vers cette perfection. Et il est temps, peut-être maintenant, on peut commencer à d'abord chercher à démontrer si c'est réel, si ce que je défends par exemple, si ce type d'idée qui est défendu par un paquet de gens à travers l'histoire et même actuellement, si cette idée est viable ou pas. Voilà, on peut scientifiquement essayer de travailler là-dessus. Voilà, de dire. Et si on parvient à dire à la fin de ce travail de réflexion, oui, ben effectivement, ça paraît tout à fait logique. Ça semble même être quelque chose de beaucoup plus juste. Comme un jour ou l'autre, il a fallu qu'on accepte l'idée de Galilée. Voilà, Galilée arrive. Alors, il a été contesté, donc cette théorie sera contestée, cette idée sera contestée. Quand on va commencer à prendre conscience, quand l'humanité, peut-être dans quelques décennies, même peut-être beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense, va commencer à se dire, bon, ben écoutez, on va réfléchir sur cette question-là. Il va y avoir les contre et les pour. Ceux qui vont dire, c'est impossible, on ne peut pas, on voit bien le monde ne cesse de se dégrader, on va vers la dégradation. Voilà, c'est ça c'est le pire qui nous attend, etc. Et il y aura les défenseurs du contre. Comme il y a eu les controverses à propos de la Terre, le centre au centre de l'univers, ou qui était voilà, l'héliocentrisme, ou le fait que la Terre soit plate ou ronde, etc., etc. Et puis un jour, c'est démontré, on ne revient plus sur cette idée. Voilà, ça devient la règle. Et donc, il y aura sans doute ce type de lutte, mais en tout cas, si dans l'esprit humain, cette idée commence à devenir présente, eh bien, ça change un peu la façon d'abord de voir l'évolution, donc d'être moins dramatiquement touché par le pire qui nous arrive. On peut se dire le pire arrive, mais c'est voilà, on sortira de ce pire, quoi, etc. Donc ça met une sorte d'optimisme, à mon sens, hein, à la pensée ordinaire. Et puis, on peut appliquer nos actions, les actions de notre créativité, les gens qui, voilà, au lieu de créer à partir de nos pulsions, du désir de devenir riche, par exemple, eh bien, si la valeur cardinale, c'est le bien de l'humanité, ça change un petit peu la façon de créer, de ce qu'on apporte à l'humanité. On apporte quelque chose de plus positif, à mon sens. Mais c'est mon avis. Hein. Voilà, je ne vais pas non plus dire que c'est une certitude. C'est chacun son point de vue. Donc, il n'est plus la manifestation d'un déclin, mais la promesse du progrès, cet âge d'or. C'est celui qu'on doit atteindre. Cette nouvelle conception, popularisée au siècle des Lumières, triomphe au XIXe siècle, en même temps que l'idéologie du progrès et l'optimisme industriel. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Eh bien ça, j'ai été confronté à cette idée-là, justement, sur la mécanique universelle. Et j'en ai conclu, en réfléchissant,
qu'en définitive, cette vision téléologique et positiviste du progrès, elle s'est arrêtée quand on a vu la catastrophe que le progrès aussi avait entraînée à la sortie de la guerre 39-45, qui a été une horreur sans précédent. Et comme celle de 14-18, c'était la même chose. Et le progrès, là, mis au service du mal, a montré son pire visage. Alors à la sortie de ça, comment pouvoir penser que le progrès était positif? Mais c'était une mauvaise lecture de ce problème. Parce qu'en définitive, ce n'est pas le progrès qui était mauvais, c'était l'utilisation de ce progrès, la façon dont on utilise ce progrès. Et cette utilisation, cette mauvaise utilisation guerrière, trucidaire, génocidaire, criminelle du progrès, elle date de la naissance du progrès. Donc, c'est juste notre mentalité qui est à changer. Le progrès en lui-même, il est extraordinaire. Et là, on commence à voir d'ailleurs que le progrès peut tout à fait être dirigé vers l'écologie. Dans 30 ans, dans 40 ans ou 50 ans, si l'humanité prend son temps, mais dans 50 ans, le progrès il sera entièrement tourné à l'écologie. Et donc, c'est bien qu'une question de vision, en réalité. Et donc, il a fallu pour un temps abandonner l'idée positive du progrès à la sortie de la guerre, et depuis, ça a permis de développer l'éthique, c'est-à-dire que les philosophies qui sortent de la guerre, par exemple l'existentialisme, etc., voilà, elles ont développé des choses qui étaient très importantes et elles ont arrêté de réfléchir sur ce qu'avait apporté Hegel et puis les grandes religions, faut le dire, parce que ça décline des grandes religions, ça décline des visions du judaïsme et de l'hindouisme, etc., du christianisme, cette vision téléologique. Et d'un seul coup, elle s'est arrêtée parce que, voilà, c'était nécessaire. Donc, les Sartre, les Camus, etc., ont réfléchi à une autre façon de penser l'évolution, en écartant un peu cette idée de progression de l'humanité vers un but. Et d'ailleurs, je crois que c'est Sartre qui écrit « Si l'humanité n'a pas de but, c'est à nous de l'inventer ». C'est le comble de l'orgueil en définitive, mais qui était tout à fait cohérent avec la pensée qui ne pouvait plus, à la sortie de la guerre, c'était impossible après Auschwitz de pouvoir penser le progrès positivement. Mais maintenant, la mécanique universelle arrive 70 ans après. Donc on peut commencer à repartir et ces pensées-là peuvent commencer à reprendre pied dans l'humanité, à mon sens. Voilà, mais peut-être je me trompe. Alors, je continue. Cependant, ce sont les socialistes utopiques qui la reprennent avec le plus d'éclat, à l'instar de Saint-Simon qui en fait l'une de ses devises. L'âge d'or du genre humain n'est point derrière nous, il est au devant, écrit-il. Saint-Simon de la réorganisation de la société européenne 1814. Et là, il est sans doute important de réorganiser peut-être la société européenne pour qu'elle devienne leader dans la pensée philosophique et dans la pensée sociale et dans l'évolution, dans le principe de l'évolution. Mais leader en partage. On peut devenir les leaders
de la pensée si on accepte de partager le leadership à égalité avec l'ensemble du monde. Si on accepte de sortir de l'impérialisme qui a eu sa vocation pendant 2, 3, 400, 500 ans, l'Occident a tracé la route, comme avant les Grecs ont tracé la route, les Égyptiens ont tracé la route, les Chinois ont tracé la route, etc., etc. Il y a des moments comme ça de l'humanité où il y a des leaders, c'est important. Maintenant, on arrive à l'orée de l'unification. On a construit toutes les structures de l'unification. L'ONU, l'OMS, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a construit les structures pour fonctionner universellement. C'est extraordinaire, on s'en rend même pas compte. On néglige la créativité de ce siècle, de cette fin de 20e siècle-là. C'est incroyable d'être dans cette période de l'histoire. C'est tout simplement magique. On a construit toutes les structures. C'est la première fois que l'ensemble humain connaît chaque être humain qui compose cette humanité. Il y a 200 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a même une centaine d'années, on ne connaissait pas un paquet de peuples qui vivaient en Amazonie ou ailleurs. On n'était jamais rentré en contact avec eux. Maintenant, on en est là. On sait maintenant qu'on est une sorte de village planétaire. C'est la première fois au monde où on peut, avec un ordinateur, être connecté avec l'ensemble de l'humanité. Tout montre que nous sommes à l'orée de l'unification. Voilà. Et il y a encore, si ça se fait, c'est que ça doit se faire, mais l'Occident est encore dominé par des faucons qui veulent l'hégémonie, qui veulent pas lâcher prise, qui n'arrivent pas à dire c'est bon, on arrête les conneries et on partage le leadership et on avance le progrès, pas au détriment d'autrui, on en finit avec la prédation, on l'a vécu, on l'a fait, en même temps on a apporté nos connaissances, mais on a vraiment été des prédateurs, même si on a été aussi des diffuseurs de valeurs, etc. Et on arrête ce genre de choses et on part sur quelque chose d'universel. Voilà. On voit que le reste du monde nous le réclame, on va le faire consciemment au lieu d'y être obligé. Voilà, parce que si on est des dominants, on engendre des prétendants, obligatoirement, si on se comporte en dominant. Et donc les prétendants peuvent, comme chez les autres primates, peuvent renverser le dominant et lui faire subir ce qu'il a vécu, c'est-à-dire la frustration, le mépris, le repousser dans ses trucs, lui interdire de toucher à tout ce qui... aux privilèges, etc., etc. Donc, et ça, je l'écris depuis 20 ans, que que l'intérêt de l'Occident est de partager, plutôt que et de partager de façon consciente. Comme l'intérêt des peuples qui sont actuellement qui sont en guerre, ont intérêt à proposer la paix avant qu'on les y oblige, avant qu'ils y soient obligés. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et donc, le partage du leadership, il serait bienvenu que ce soit une initiative occidentale. Que l'Occident dise, voilà, on fait ça, et donc on serait bien vu par le reste de l'humanité si on amenait ces valeurs-là. Comment se fait-il que l'Occident soit arrivé à mettre des chefs aussi sourds à cela, aussi faucons, aussi bagarreurs, aussi injustes? Ça paraît incroyable, quoi, que le néolibéralisme ait engendré ce type de pensée. C'est pas incroyable parce que j'explique comment ça s'est mécaniquement mis en place
Pourquoi le néolibéralisme a entraîné ceux qui ont les narcissiques, quoi, ceux qui ont des idées de toute puissance au pouvoir en Occident. Voilà. Bon, je vous renvoie à ça. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là. Ah ben non, je pourrais continuer en fait. Ça va être un peu long, mais je vais aller au bout parce que ça s'arrête dans pas longtemps. En même temps, ce sont eux qui tentent à infléchir le contenu même du mythe, en renversant le rapport antique de l'humanité à la nature. L'homme proclame ainsi le fourriériste Victor Considérant est appelé à commander aux éléments, à parer et à embellir la terre, à régner sur ce monde. Hâtons-nous et qu'à force de charité, d'intelligence et de dévouement, nous obligions bientôt les ténèbres elles-mêmes à bénir les rayons qui les feront lumière. Le socialisme devant le vieux monde ou le vivant devant les morts. Librairie phalanstérienne, 1848. Voilà, alors en fait c'est ça, être comme maître de la nature, mais par amour, par intelligence, par charité, par dévouement envers cette nature et envers nos frères humains. À ce moment-là, oui, c'est-à-dire hyper respectueux. Et là, et c'est ce qu'entendaient les fourriéristes, et c'est ce qu'entendait très certainement Victor Considérant et tous ces habitants de tous ces grands penseurs du 19e siècle qui ont amené la pensée socialiste, communiste, marxiste, etc. Mais l'idée d'égalité, de paix, d'universalité, etc. Aujourd'hui, c'est méprisé par l'ultralibéralisme, ne supporte pas ces idées-là, puisque elles le moralisent, elles lui font la morale, et il ne supporte pas qu'on lui fasse la morale, le libéralisme. C'est quelque chose qu'il déteste, en fait. Et c'est pourquoi il s'attaque à tous ceux qui lui font la morale, et y compris donc cette vision-là. Je continue. Cette dimension activiste vient de ce que l'âge d'or n'est plus dans la perspective des modernes, un donné temporaire, mais un acquis définitif, la somme de résultats de l'effort humain. Oui, et on le fait intuitivement. Alors pourquoi ne pas le faire consciemment, maintenant, à partir de rapidement, commencer à mettre ces efforts en commun pour le bien de l'humanité. Il est dans la perfection de l'ordre social. Nos pères ne l'ont point vu, nos enfants y arriveront un jour. C'est à nous de leur frayer la route, Saint-Simon, de la réorganisation. D'où, dans cette seconde version, ces profondes affinités avec la théorie, la thématique de l'utopie. Communisme, état de nature, primitivisme, etc. Bien sûr. Et il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il sera intéressant de comprendre pourquoi beaucoup de ces utopistes sont issus de la Franche-Comté. Ça, c'est quelque chose, pour avoir fréquenté cet endroit-là, c'est vraiment incroyable qu'il y ait ce foyer de grands utopistes, de ces généreux qui, pour l'humanité. Comment ça se fait que ça se passe dans ce coin? Voilà, j'aimerais bien le savoir, parce que c'est vraiment étonnant. Autant, enfin voilà, c'est une question que je me pose. Bon, bien sûr, ils sont, on retrouve de toutes les origines ces grands révolutionnaires, ces grands révoltés, ces grands utopistes, mais
pourquoi la Franche-Comté est un foyer de ces progressistes? Ah, bonne question. Voilà. Allez, je vais arrêter là et je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt. Une bonne réflexion sur toutes ces idées. Voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.